commencer, le sol nous nourrit tous. Ah ouais? T'appelles ça de la nourriture? Mais non, tu vas pas manger du sol. D'ailleurs, tu sais ce que c'est du sol, toi? Ça, c'est du sol? Et là? C'est du sol? Et là? C'est du sol? Dans une démarche scientifique, je te propose d'abord d'aller faire une coupe dans un sol. On a donc ici une photo de la coupe du sol qu'on vient de faire, avec à droite un schéma de celle-ci. La première chose qu'on peut observer, c'est une stratification, c'est-à-dire une succession de différentes couches qu'on va appeler horizons. Dans la partie inférieure, si je zoome à ce niveau, je peux voir de gros blocs de roches blanches, c'est-à-dire de la matière minérale, et c'est ce qu'on appelle la roche-mère. La roche-mère était présente avant la formation du sol. Si maintenant je zoome dans la partie supérieure, je vais voir des restes de feuilles en décomposition. C'est-à-dire que c'est un horizon qui va être riche en matière organique. En effet, je vais voir deux gradients. Un gradient minéral, comme on a vu avec la roche-mère qui est très riche en matière minérale et très pauvre en matière organique. Et finalement, les parties supérieures du sol qui seront, elles, riches en matière organique et pauvres en matière minérale. J'observe donc comme ça différents horizons. Donc le premier, la litière, qui est très noir. Finalement, j'arrive à le distinguer de l'horizon 1 avec un changement de couleur. Je vois que cet horizon est plus marron. Après, je vois le deuxième horizon, l'horizon 2, qui lui voit déjà des blocs de roche, mais mélangés à de la matière organique. Et finalement, le tout repose sur la roche-mère. On a donc vu ici une structure d'un sol. On passe maintenant de l'observation à la définition scientifique. Comme tu peux le voir sur ce schéma, le sol, représenté ici en bleu par la litière et par les différents horizons, est le support de la vie. En effet, les arbres, ici en vert, sont des végétaux et se développent à la surface de ce sol. Si on regarde un petit peu plus en profondeur, on a ici représenté en rouge la roche-mère. Cette roche-mère va être désagrégée petit à petit et produire le sol qui se trouve au-dessus. Pour simplifier, le sol est l'interface entre le vivant et la roche. On vient de voir la définition d'un sol. Maintenant, on va voir sa formation ainsi que sa destruction. Donc si j'ai bien compris, le sol se forme à partir de la destruction de la roche-mère. Au travail. Eh ben, tu vas en mettre du temps pour former ton sol, toi. Et pourquoi? Parce que le sol se forme progressivement par la destruction de la roche-mère avec l'action de l'eau et... Bouge pas, c'est pas compliqué. De l'eau, vous dites? Bon, ok. Ton sol va se former beaucoup plus rapidement grâce à l'action de l'eau. Mais ce processus va être quand même très lent. Pour comprendre ce phénomène, faisons un zoom à l'endroit où le sol se forme. Ce phénomène s'appelle l'hydrolyse. L'eau des pluies et des rivières, ici présent, arrive au contact de la roche-mère et va fragmenter cette même roche-mère en plusieurs petits blocs de pierre. Au passage, il y a une deuxième action. C'est que les éléments ici représentés en vert vont se transformer en éléments C, ici représentés en noir, et en éléments B, en rouge, qui vont être dissous dans l'eau et vont être évacués. D'accord, donc là si j'ai bien compris, j'ai absolument tout ce qu'il faut pour former mon sol à partir de la roche-mère. Et non, il manque des choses. Et que manque-t-il donc alors? Eh bien, il manque des êtres vivants comme ce ver de terre. Hop. Ces êtres vivants vont pouvoir fragmenter la roche-mère et la ramollir pour former du sol. Ok, donc là maintenant j'ai tout ce qu'il faut. Je peux regarder, je vais voir mon sol se former à partir de ma roche-mère. Eh bien, tu vas attendre encore longtemps. Pour former du sol à partir de la roche-mère, il faut plusieurs dizaines d'années jusqu'à des milliers d'années. J'ai compris qu'il fallait du temps pour former un sol. Mais pourquoi il n'y a pas du sol partout alors? Tout d'abord, le sol ne peut pas se former dans tous les contextes.
Dans d'autres contextes, le sol peut être détruit. Par exemple, par l'action du vent. Vent ou par l'eau. Mais ça me chiffonne. Jusqu'ici, on n'a vu qu'un seul type de sol. Et moi, j'étais en Nouvelle-Calédonie la semaine dernière. Le sol, il était rouge. En réalité, il existe une grande diversité des sols. On vient de voir qu'un sol est un mélange entre de la matière organique qui provient du vivant en surface et de matière minérale qui provient de la roche en profondeur. D'une région à l'autre, d'un sol à l'autre, la proportion entre cette matière minérale et cette matière organique peut varier. Ce qui explique en somme la grande diversité des sols. On a vu la formation des sols. Maintenant, nous allons voir l'utilisation des sols. Le sol, une ressource. Des carottes sont sorties cette année. Je vois la partie verte, les fans, c'est-à-dire les feuilles de la carotte qui dépassent. Mais oui, je crois me souvenir que j'ai vu au lycée qu'elle faisait la photosynthèse. Je vais donc en ramasser et aller demander à l'expert comment ça se passe. La photosynthèse. Tu as vu qu'à la lumière, les plantes sont capables de consommer du CO2 et de rejeter de l'O2. Cette réaction nécessite en plus de l'H2O et qui va permettre de produire de la matière organique. Mais c'est donc ma carotte. Oui, c'est cette carotte la matière organique. Mais si la photosynthèse ne nécessite que de la lumière, du CO2 et de l'eau, alors il suffit que je mette une graine dans un verre d'eau. Tiens, voilà une graine de carotte. Toujours rien. La photosynthèse n'est donc pas suffisante pour le développement de ma plante. Il doit y avoir quelque chose dans mon sol. Et oui, dans le sol, il y a présence de sels minéraux qui sont indispensables au développement des plantes. Mais concrètement, qui utilise les sols? Ma plantation de carottes m'a suffi pour me nourrir cette année. Mais l'année suivante, la famille s'agrandit. Je vais trouver un coin pour planter plus de carottes. Tiens, par exemple, si je plantais plus de carottes ici. Hé, minute papillon! Ce terrain m'appartient, j'en ai besoin pour planter mon colza qui me permet de faire les agrocarburants. Moi, ça m'est égal. J'ai besoin de me nourrir. Vous vous débrouillez, j'ai besoin de cet agrocarburant pour faire tourner mes moteurs, vous allez chercher de la place ailleurs. Bon, je vais voir, sinon je reviens. Tiens, si je plantais plus de carottes sur cette parcelle. Hâte, malotruche. Attention, ici c'est chez moi. À vous penser à mes lapins et moi, hein? Ici c'est ma zone de survie. Non, mais moi, ça m'est égal. Ça suffit là, hein. J'ai besoin de plus de place pour faire de l'agriculture. Et comme vous le voyez, on a un gros problème de voisinage. Si on s'intéresse à la fermière, on se rend compte que cette dernière a un petit événement qui va arriver l'année prochaine. Elle doit planter plus de carottes, donc du coup elle essaye d'aller chez le voisin pour avoir plus de culture. Notre voisin le mécano, lui, a besoin de cette parcelle pour pouvoir former plus d'agrocarburants et faire tourner les moteurs de ses tracteurs. Et si on regarde un petit peu plus à côté, on a le lapin et ses descendants qui ont besoin d'une surface de sol et de nourriture pour se nourrir et survivre. Donc, on constate qu'on a un conflit sur l'utilisation des ressources et l'utilisation des sols. Bon, ici, je n'ai pas pu planter plus de carottes. Mais il me semble que mon voisin n'utilise pas tout son jardin. Je vais aller le trouver. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vois que vous n'utilisez pas tout votre jardin pour planter vos carottes. Est-ce que je pourrais utiliser cette parcelle? Le problème, c'est que les carottes poussent mal si j'utilise sans arrêt la même parcelle. Donc j'alterne d'année en année afin que la terre puisse se reposer. Si tu utilises ton sol chaque année, il va s'appauvrir en sels minéraux. Chaque année, ces sels minéraux vont être puisés dans le sol par les plantes et vont mettre du temps à se renouveler. Au contraire, si tu partages ton jardin en deux, l'année où il n'est pas utilisé, il va pouvoir reconstituer les réserves minérales dans le sol. De plus, tu pourras apporter du fumier et labourer également ton sol, ce qui va permettre d'améliorer sa qualité. Ton sol sera alors de nouveau prêt à te donner une bonne récolte pour l'année suivante. L'année où ton sol est laissé au repos, on dit que ce sol est en jachère. Quel est l'impact de l'agriculture sur la biodiversité?
Ce schéma représente une chaîne alimentaire. L'énergie solaire permet le développement des carottes, qui seront ensuite consommées par les lapins, qui eux-mêmes seront consommés par les loups. Ce flux énergétique naturel peut être détourné par l'homme, ce qui constituera le flux naturel. Avec l'augmentation de la population mondiale, le sol devient une ressource limitée. Actuellement, les sols cultivés représentent 30% des sols cultivables. On peut se dire qu'il reste des sols à exploiter, mais ils sont occupés par les forêts, les animaux, etc. Après avoir vu cette vidéo, tu sais ce qu'est un sol et comment il se forme. Tu sais aussi que le sol est fragile. C'est une ressource qui, d'abord, est un support pour la biodiversité. C'est aussi une ressource pour l'homme qui l'utilise pour l'agriculture et pour produire des agrocarburants. L'étude du sol est nommée pédologie.